pas le pixel, pas de place. Ça c'est nice. Ton manteau, Alex, ou... Ah, voilà, bon, Mais il est sur le point de se barrer. Hein. On sait pas si. Parce que moi, ça va durer 5 minutes, puis j'ai crisse mon camp. Crissé, tu vas voir comme j'ai crissé. Bon. Donc, Bruno, tu me disais que t'as été 9 ans avec Juste pour rire. Ouais. Là, ça fait 3 ans que t'es libre. Alors, non, c'est pas le cas. En fait, j'ai quitté Juste pour rire en juin dernier. Et là, on est quoi? On est en octobre? Ouais. Ouais, donc ça fait vraiment très peu de temps. Ça fait combien de temps que tu as commencé à faire de l'humour? Ça fait 10 ans. En fait, j'ai commencé pendant un an comme ce que vous êtes en train de faire, hein, c'est-à-dire aller dans des bars et puis tester, voir des trucs. Vous avez un peu plus d'expérience. Moi, je commençais vraiment. J'en étais au stade où je n'avais jamais écrit zéro blague. Vraiment, j'étais au stade de alors comment faire pour faire rire des gens. J'ai créé des trucs, j'essayais. Donc c'est vraiment que de l'essai-erreur. Donc ça, j'ai mis un an pour comprendre exactement comment finir par faire un truc marrant. Et puis au bout d'un an, c'était cool. J'ai rencontré un mec qui s'appelle Gérard Sibel qui travaillait à la recherche et développement chez Juste pour Rire France, qui à l'époque était une énorme boîte. Il y avait Foresti, Dubosc, vraiment ils avaient beaucoup de grosses machines, donc c'était très nombreux. Et Gérard, lui gérait un pôle dans lequel il essayait de trouver les jeunes têtes de demain et puis de les faire grandir, quoi. Et donc voilà, là moi je suis rentré là-dedans il y a un an après, et puis après on est rentré en production, et puis ça a duré 8 ans de production, 7 ans. Ok. Voilà, et puis là, ça y est. Oh, parfait. Ça fait 10 ans que tu fais de l'humour, Ouais. puis commencé en 2017, puis après ça tu as fait de la télé, tu as fait un cinéma, tu as joué dans Un petit peu, ouais, c'est vrai, j'ai joué dans Bref, mais j'ai fait tous les rôles normaux de mecs qui font Bref. Attention derrière, et voilà. Mais quand même ton nom dedans, c'est bien. Ouais, je suis super content, mais c'est ce que j'avais dit à Cannes quand j'ai vu sa série. Je suis mec, trouve-moi n'importe quoi. Un truc, je sonne, je veux juste ma main. Je veux participer à ce truc-là. La série est tellement dingue. J'étais en première partie de Cannes justement ce soir avant de venir là. Son spectacle, j'ai vu juste la première demi-heure, elle est géniale. Mais voilà, t'as des mecs comme ça qui font des choses absolument renversantes en termes d'humour, en termes de vidéo. Je sais pas quel a été l'impact de Bref au Québec. Oh, ça a été très populaire. Oui. Chez nous, c'était un truc de dingue. Nous, il y a eu un avant. Non, mais ça a changé vraiment la façon que les vidéos ont été faites après. Toutes les... Ouais, il a apporté un truc. Il a bousculé le rythme, là. Oh, le salopard. C'est vrai qu'il invente des choses. Laisse-nous, on était tous médiocres, ça allait bien. Tout le monde était d'accord pour dire que ce niveau-là était bien. Et là, bim, il monte pas d'un étage, il monte de 20 étages, quoi. Série mortelle, hyper drôle. Une vraie prouesse de production au-delà du truc, c'est que faut le tourner, ça. Un truc avec autant de plans. Ouais. Moi j'ai vu le planning de travail, du coup je fais oula. Comment tu peux caler autant de plans pendant et puis tous les plans étaient chiadés. Non, vraiment très très fort. Et Navo, il est pour quelque chose aussi, c'est pas que Kian. Navo qui écrit aussi, un mec que... Mais Navo, c'est juste ça son nom, Navo? Il s'appelle Bruno Muschio, mais son nom de scène, son nom d'auteur, il fait tout ce mec-là, Navo. C'est l'auteur de Kian avec qui il écrit pour la scène aussi? Ouais, il écrit pour la scène, ils écrivent tout à deux. Okay. Et Navo est un vrai génie pour moi. Ah ouais. Je peux pas dire pour l'univers entier, mais en tout cas moi, il a toujours l'idée en plus, le décalage en plus, l'étage d'après. C'est vraiment impressionnant. Ok, fait que c'est un autre mot à noter. Fait que, ouais. Non mais là vous êtes... Est-ce que t'écris tout toi-même ou t'écris avec... Moi j'écris, je considère qu'il faut un capitaine dans une équipe, et donc je prends ce rôle-là. Je prends le rôle du mec qui dit c'est ça qu'on va faire. Et après derrière on est deux vraiment à être mon cerveau avec ma femme, avec qui j'écris énormément. Et c'est marrant parce que du coup on commence à écrire des trucs un peu plus difficiles sur le couple, des trucs qui vont plus en profondeur, qui sont pas simplement je suis amoureux de ma femme, mais juste à quel moment tu penses à la tromper, à quel moment et c'est des trucs quand t'écris avec elle, ça c'est génial en fait, parce que nous on se fait une thérapie de couple en ce moment. Tu regardes ailleurs et tout. Non, jamais. Et toi? Mais pas tout le temps. Voilà. Et donc on commence à explorer ce genre de trucs. Donc, et puis ma femme, elle est vraiment, on est ensemble depuis bientôt 17 ans. Okay. Donc on s'est vraiment rencontrés au tout début où j'avais 17 ans et je me disais un jour je serai un comique, tu vois. Ouais. Et donc elle a vécu toutes les étapes. Ah, c'est cool ça. Fait qu'elle t'aime pour vrai, c'est ça. Comment? Elle t'aime pour vrai, c'est pas le salaire. Bah oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas maintenant que tu gagnes de la thune. On a vu dans les moments de merde. Donc ça, vous avez quel âge vous? 23. 23 les deux. Ok, ouais. d'accord. Toi, t'as 35? J'ai 34. Ouais. 34, je viens d'avoir. Pas si vieux que ça. Non, mais je me semblait que dans le spectacle, il avait dit 35. J'ai dit 35, ouais. Ah, c'est ça. J'ai dit 35 parce que en fait, c'est juste comme quand t'as la trentaine. Ouais. Comme si t'as 30 ans. Et en fait, ouais. Mais en fait, non, c'est 34.
faudrait que j'arrête de mentir. Quoique, je prendrais de l'avance et puis ça m'éviterait l'année prochaine de me dire attends, n'oublie pas que t'as. Il y a des fois, t'as des réflexes de date, tu sais, des trucs. On est en 2016, 17, oui. Bon, ça va. Quand t'as commencé, est-ce qu'il y avait autant de plateaux et de scènes ouvertes Non. à Paris? Ou ça s'est vraiment développé dans les... Il y avait quelques trucs qui existaient, mais là il y a eu une vraie vague. En fait, tout simplement, je pense que le truc c'est qu'on est énormément d'humoristes et qu'on peut pas tous exister, tout simplement, il n'y a pas de place pour tout le monde. Avoir son spectacle à Paris maintenant et le tenir, c'est déjà une putain de réussite quoi. Ouais. Et c'est déjà la première étape. Et avant on n'avait pas ça, avant tu pouvais jouer ton spectacle dans un bar, enfin dans un café, dans n'importe où. Et tu pouvais, moi j'ai démarré par mon spectacle en fait. Je suis allé vers les scènes ouvertes au moment où je me suis retrouvé, j'ai une salle de 20 places, ça s'appelle la Petite Loge maintenant. 20 places, c'est vraiment douloureux. Parce que tu fais pas plein. Ouais. Tu joues devant 6 max. Et puis à un moment, je me suis dit comment faire pour, voilà, et pour marcher plus. La directrice du théâtre me dit bah tiens, il y a des endroits où tu peux faire des blagues. Et puis là, et puis après, il y a tout le circuit où tu rencontres tous les humoristes. Et donc tu rencontres tes collègues, des mecs avec qui tu as envie de faire du chemin. Ils sont tous positifs. Enfin, je sais pas, la génération, mais la génération à laquelle je suis, putain, qu'est-ce que c'est que des mecs qui se serrent les coudes quoi. Que des mecs qui disent là j'ai une bonne vanne pour toi. Alors que nous on imaginerait un peu qu'il y a un mec qui fait ok. Pas du Mais tout. de l'extérieur, ça a l'air de ça l'humour, mais je pense en général, dans le monde, c'est faut que ce soit du monde qui se tient. C'est un métier où on se pète la gueule, puis après ça on revient. Des fois ça marche énormément, le lendemain on se repète la gueule. Pour moi, c'est une philosophie staff quoi. Ouais, t'es obligé d'être un peu. T'es obligé d'être bienveillant avec les autres si tu veux qu'ils soient avec toi. Si t'as envie de monter sur scène en te disant ok, je vais donner exactement tout ce que je suis. Si toi tu détestes les gens au moment où ils le font, tu te dis bah il y a des gens qui me détestent alors que du coup t'es complètement ouvert mais friable. Ouais, tu peux pas être chiant avec les gens. Ouais. Tout le monde se plante. Des trucs, ça se fait à plusieurs. Ouais. L'Inglorious, j'ai écrit un plateau à côté de ce que je fais, un plateau où j'essaye d'inviter vraiment les meilleurs de maintenant. Et c'est hyper compliqué à faire d'ailleurs parce qu'en fait tu peux pas vraiment dire, enfin tu te retrouves dans la position que tu as toujours détestée, c'est le mec qui dit oui, non. Et que moi c'est tous des potes. Mais on n'arrive pas encore à ce stade là parce qu'en fait en réalité le plateau est tellement kiffant puis j'essaye tellement de faire de la place à chacun que c'est un bel élan de notre génération je trouve. Et c'est un plateau qui a démarré aux 10h dans une salle qui fait 140 places et qui a grandi juste par l'énergie positive de tout l'univers des comiques. C'est-à-dire que tout le monde a envie de dire putain faut que ça marche. Il n'y a pas de tirage de couverture jamais et c'est tellement bon. Et ce plateau là maintenant il est dans la grande salle là on est au grand point virgule si tu regardes la vidéo. Donc il y a 2 salles, il y a la petite dans laquelle je joue qui fait quand même 200 places et il y a la grande qui fait 450 et voilà et ça grandit quoi. C'est énorme. C'est trop bien. Et la grande est déjà complète pour la prochaine date. Du coup on a rajouté une deuxième date juste avant. C'est une fois par mois? C'est une fois par mois maintenant ouais. On a fait une fois par semaine pendant 2 ans et puis là c'est juste que je suis défoncé en fait, je joue 4 fois par semaine, j'ai ça en plus, j'ai 2 enfants et puis je fais des vidéos pour YouTube, j'en pouvais plus quoi. Ça te permet de retourner dans les plateaux encore ou là tu t'occupes seulement de... quand j'ai le temps j'y vais, là le truc un peu chiant c'est qu'on est à Montparnasse et du coup c'est loin, vous avez vu le temps qu'il faut vraiment être motivé, vraiment dire il paraît que c'est chouette, mais putain à République, t'as le Paname qui est un endroit, vous avez joué où vous? Nous on a joué, on a fait le lieu, le Café Oscar, puis là on vient de faire le Sous Gymnase. Ok, ce gymnase elle est dure là, ça. Je sais pas ce que vous en avez pensé. C'est notre meilleur spectacle. Ça a très bien été. Bah parfait pour vous, c'est bien. C'est-à-dire vous commencez à vraiment choper le truc. Mais alors cette salle-là, je la trouve tellement difficile à jouer. J'ai toujours l'impression que les gens ils en font autre chose à foutre en fait. Vous êtes assis en face de nous, pourquoi? Et à chaque fois que j'ai joué là-bas, les gens me regardaient en mode c'est long ou pas? C'est rigolo, tout le monde trouve ça drôle d'habitude. Et c'est cette salle-là. Après il y a des trucs, peut-être c'est moi qui monte avec une angoisse, j'en sais rien. Mais ouais, ce gymnase, le lieu et la salle est sympa, mais c'est un. Ouais, il n'y a pas de micro. Ouais, ça a été notre premier spectacle. Ouais. On va trop. Ok, c'est une pièce de théâtre. Ouais. Ah bah ouais. Et puis le rapport il est hyper. Puis c'est vraiment minuscule là pour le coup. Oh ouais. Puis encore comment ça se. Pardon, je t'ai coupé. Ouais, non, mais vas-y. Mettre une punaise sur ton idée. Et moi, c'est juste que je connais pas du tout votre travail. Est-ce que c'est du duo comme on en fait en France avec 2 personnes? En fait, on n'est pas un duo. On n'est pas un duo. Ok, vous êtes un stand-upper. Oh, oui, absolument. Ok, donc ça va encore, c'est jouable n'importe quel lieu. Vous êtes des non, c'est ça. quoi. On fait juste arranger, on travaille nos trucs séparément. C'est sûr que j'ai une idée, j'en parle, me dis c'est drôle, puis vice versa. Putain, merveilleux quoi. Un duo
Puis à Donc, Montréal, ensemble, on c'est habite parfait, ensemble. quoi. On est Ouais, on est colocataires. coloc. Ok. Putain, j'espère qu'il y en a un des deux qui va marcher et l'autre il va pas marcher. et vraiment ça va être la merde. Ça va briser la relation. Ben, On est encore au début de notre relation. Ouais, non, Ça, parce on que- se connaît pas encore beaucoup. Parce que du coup le deuxième, tu sais, il sera toujours derrière à faire. Et le premier il sera gêné, il dira je peux pas le laisser. On serait coincé dans cette relation qui me plaît ni à l'un ni à l'autre. Justement, l'un va se sentir mal, il va payer le loyer, puis l'autre va bien vivre, Ouais, comme ça, il va être c'est ça. confortable malgré tout. Et du coup le confort va l'empêcher de créer. tout ça. Tu peux passer devant hein, si tu veux. Je te présente, c'est Charles le régisseur de la grande salle. Enfin, c'est le cul de Charles. C'est ça. Ben oui, on fait du stand-up surtout. Puis c'est ça, en fait, c'est ça que ça donne bien que tu poses la question. Parce que j'avais posé exactement ça. Le stand-up ici, parce que nous, c'est que ça qu'il y a maintenant au Ah, Québec. de ouf. Chez vous, mais c'est un bonheur. Ici, nous, on doit encore convaincre les gens que c'est pas juste de la branlette. Donc les gens ils nous voient arriver, ils font ok le mec il parle, tranquille, ça te dérangerait de bosser. Donc on a encore éduqué tout le public et puis Ouais. après c'est des envies des gens. Après on peut pas juger ça non plus, c'est vrai, c'est frustrant. Mais du coup moi qui étais plus dans le personnage au début, je jouais beaucoup plus en personnage. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait à la fin de mes spectacles, quand je disais merci beaucoup, c'est cool d'être venu, je faisais des vannes, les gens étaient morts de rire. Je disais en fait c'est ça que j'ai envie de faire. Mais le stand-up avait cette image un peu facile, le mec enchaîne des blagues, t'as pas besoin d'être comédien, t'as pas besoin de te concentrer, t'as pas besoin. Ah, c'est chouette en fait. C'est ça, mais c'est ça qui est drôle que les gens aiment pas ça. Pour C'est le cette côté raison-là. chrétien, tu sais, le côté chrétien des Français, il faut quand même qu'il y ait du boulot. Hein. On veut sentir que le mec, il a écrit et que c'est nickel. Le travail, c'est en fait justement ça, que ça ait l'air facile. Exactement. C'est ça, quand on a travaillé, Ouais, c'est sûr. mais je crois enfin, ça se développe, évidemment, ça avance. Et en France, il y a Jamel qui a évidemment fait beaucoup pour que le stand-up ait un nom. Mais maintenant, on arrive au stade où les gens pensent que le stand-up, c'est venir et parler de la cité, quoi, tu vois. Et les zones, comment ça s'appelle chez vous, les cités Nous, c'est les quartiers. Ouais, bah c'est ça, quoi. Les banlieues. Et les banlieues, ouais. Ah, ok, ouais. Donc, chez nous aussi c'est ça, mais du coup c'est des énormes cités dortoirs dans lesquelles les mecs en chient et donc il y a beaucoup de violence qui sort de là. Ouais. Et donc quand t'as des stand-uppers, et souvent au Jamel c'était au Jamel Comedy Club l'endroit Ouais. qu'il a, c'était souvent les premières saisons, les mecs ils venaient raconter ça. Et donc l'ensemble des mecs bien français qui votent Front National se disent ah le stand-up c'est pour les Arabes. Mais c'est vrai que Faire comprendre le stand-up on est allé de au blanc. Paname, le café Ouais. Oscar avec tout et tout, puis on a vu beaucoup d'ethnies qui jouent, Oui. puis très peu de femmes, très peu de blancs aussi. Ouais. tu sais, puis- Quand vous foutez les pieds au Paname, tu te rends compte que c'est une salle de boxe en vrai. un C'est truc ça où qui tu est viens, drôle. C'est quand on a vu, en plus en jouant ici, c'est qu'habituellement nous on arrive, on est relax, on fait hey, ça va, Ouais. c'est cool, tout ça, faut qu'on aille l'air comme ouais, on est relax, nous, il n'y a pas de problème, tout va bien. Alors que lui, il Tandis fait qu'ici, pas de blague, pas de blague, y'a pas de C'est ça, blague, y'a ouais. pas de blague, on s'ennuie, Faut arriver, puis on faut s'ennuie que- maintenant. Ouais. faut frapper fort, faut rentrer, faut que ça fait, il n'y a pas un temps de silence, ça, c'est fou. Alors c'est ce que je pensais. Et en fait j'ai vu Fari. Et Fari, je trouve qu'il développe un truc différent. Il est en termes d'efficacité, on se pose même plus la question. En fait. Il développe tellement des idées fortes et des trucs intéressants que du coup, rire c'est cool, mais tu sors du spectacle, tu te dis c'était putain de marrant. Et en fait le niveau est tellement bon partout que de toute manière les gens se disent ouais on rit tout le temps. Et en vrai Fari t'apporte un truc. Il est très très fort, putain. Qu'est-ce qu'il est Encore là, fort. c'est quelque chose qu'Élise Maurice faut travailler. On a parlé avec Roman justement Ouais. que lui il faisait ça par chez nous, il arrive ici. Puis là, il y a lui son meilleur matériel qu'il disait, il le fait ici, puis les gens ils le regardent comme s'il était fou là. Ouais. Parce que Ouais, c'est incroyable. C'est cool. Et nous, inversement, on a le même problème quand on arrive au Québec. On arrive avec des trucs où les gens nous disent bah va plus loin quoi. Ouais. Tu vois. Bah oui, mais nous en fait on a des codes français qui sont pas du tout les mêmes qu'au Québec. Et moi je me suis pris un tunnel il y a 2 ans au gala de peut-être Martin Matt. Je sais plus. Enfin, et je fais mon hit français. C'est les Darwin que vous avez vu hier. Ouais. Mais c'était d'anciens, j'en écris de nouveaux. Et c'est un ancien où c'est un mec qui a jeté un bâton de dynamite pour faire un trou dans de la glace pour pouvoir pêcher. Et en fait, il était venu avec son chien. Et le chien est parti. Et donc, je raconte toute l'histoire où le chien va chercher. Et toi, tu vois le chien partir, tu sens que c'est la mort. Parce que de toute façon, c'est un bâton de dynamite à tête chercheuse. À partir de maintenant, tu sais, il va pas juste regarder le bâton, il va te le rapporter. Et il va te suivre jusqu'à ce que tu prennes le bâton. Donc, c'est mort. T'as pas de solution, tu peux pas te barrer en courant. Et donc, toute cette histoire, elle est forte, ça marche super bien. À tout un moment de jeu avec le chien qui vient, qui est content en fait, qui est fier, qui dit c'est ça qu'il faut. Tu vois, tu m'as appris. Tu m'as appris, je fais comme tu m'as appris, j'ai jeté le bâton, maintenant t'es content et tout ça. Et tout ce moment-là marche, mais vraiment en France, c'était vraiment un tube. J'arrive là-bas, les gens font ouais, et les blagues, les mécaniques, les moments où ça tombe. Ah, mais non, il y a du jeu, il y a de la. S'en bat les couilles. Van. Là,
là il nous faut un truc. Il y a vraiment chez vous un côté technique qui est passionnant parce qu'on apprend beaucoup en allant jouer là-bas parce qu'on se rend compte que les mecs qui viennent et tac, 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 cette espèce de métronomie qui fait que le public finit par être dans une espèce de transe. Nous ici il n'y a pas de transe, nous, hein. Les mecs, nous on est toujours en contrôle, hein, on te regarde. Et donc tu dois apporter d'autres choses et puis du coup détourner le regard du rire presque. Et oublier le devoir, ce qui contredit exactement ce qu'on avait dit au début, où les gens ont besoin de se marrer, mais en vrai, ils ont besoin que tu les rassures. Et après, par contre, tu peux aller, tu peux développer d'autres trucs, quoi. Mais justement, mettons, toi tu réussis quand même à aller des thèmes plus intéressants. Tu as fait un numéro complet sur les attentats avec Charlie Hebdo, c'est quand même un propos intéressant. C'est contre le terrorisme par la blague. Tu as réussi à le faire. Mais comment tu fais toi en tant que humoriste ici, qui dit justement ils veulent des blagues là, sur les cités, comment tu fais toi pour apporter ça ici, ces propos-là? C'est surtout dans les endroits où les gens savent qu'ils vont voir du stand-up. Moi, en gros, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas du tout que je fais du stand-up. Je crois qu'il y a des gens qui font il est sympa Verino et qui me regardent et qui savent. Moi, j'appelle ça du stand-up et ils font oui, t'es un comique quoi. Pour eux, t'es un humoriste, point. Ils te mettent pas dans des cases. Et si tu leur dis je suis humoriste, je fais du stand-up, ils vont dire ah et ils viendront pas te voir en fait. Ok, mais si les gens te connaissent, si les gens te connaissent, c'est à cause de tes passages On me demande qu'en rire? Il y a plusieurs trucs depuis. Il y a eu une période avec On me demande qu'en rire où effectivement j'ai pris un peu de notoriété. Et depuis, je dirais que là, ces dernières années, c'est déjà parce que je suis là depuis longtemps. Ça fait quand même 3 ans quasiment non-stop qu'on joue en permanence. Donc mine de rien, il y a un vrai bouche-oreille qui se fait et tout ça. Et puis en parallèle, je fais des vidéos sur YouTube qui sont des vidéos que je fais sur scène. Je tourne ici là. C'est marrant à tourner d'ailleurs, c'est demain que je le tourne. J'ai rien écrit, mais voilà, je fais du stand-up et je suis face caméra, mais avec le public dans la salle. Donc je me retourne, je mets la caméra là, les gens sont derrière, et c'est diffusé sur un vidéo proche qui met sur l'écran géant derrière. Et donc toi dans la salle, tu me vois moi sur l'écran géant, et puis du coup la vidéo derrière, tu vois le public derrière le comédien quoi. Et donc c'est là beaucoup d'écriture. En fait, je fais ça pour m'imposer l'écriture parce que c'est un truc que j'ai appris chez vous. C'est que en fait t'es marrant que quand t'écris. si tu dis ah ça y est j'ai réussi puis que tu t'arrêtes, tu perds tout le mojo de tes vannes d'avant et puis du coup tu te renouvelles pas et c'est de la merde. Donc je me suis imposé ce truc là, j'ai un rendez-vous une fois par semaine, j'en ai fait 50, je crois que c'est le 57e. Ok. Ça on avait écouté avant de partir. Ouais, on a écouté. Ah oui, c'est quoi déjà, comment ça s'appelle? C'est Dis donc Internet. C'est ça. Puis c'est quand même pour donc côté. je me suis fait chier à tout expliquer, vous savez. Ouais, non mais faut quand même l'expliquer. Pardon. Après c'est quand Vous avez complètement oublié. Ouais. Le côté setup c'est quand même t'es gâté comparativement aux autres youtubeurs maintenant, c'est que c'est ça look quoi, énormément là. Tu sais t'as une salle qui est pleine derrière toi, tu fais tes vannes, ça arrive énormément. C'est cool mais du coup on perd un truc aussi, c'est que c'est pas sur YouTube c'est compliqué, t'as différentes cibles, mais grosso modo les jeunes sont les principales. Et vraiment les jeunes, moi ils s'en battent les couilles. Ils voient un mec qui fait des blagues sur des sujets d'actu, ça les intéresse pas. Du coup c'est encore plus long de prendre de la place parce que ou alors simplement que je suis mauvais, c'est possible aussi. mais mon idée à moi c'est de me rendre compte que je parle à des mecs qui n'ont pas le réflexe de tweeter, qui n'ont pas le réflexe de partager. Donc ça met du temps, putain. Parce que j'ai tous mes potes qui regardent mes vidéos et qui les montrent à leurs potes en disant regarde c'est marrant. C'est bien, ça fait une vue en plus, mais tu t'abonnes pas, tu partages pas sur les réseaux, hein? Et on n'a pas ce réflexe dans notre génération. Comment tu peux expliquer ça un peu, cette espèce de phénomène YouTube là qui existe en France, que nous au Québec, YouTube ne marche pas pour l'humour. Vraiment. Il y a comme Julien Lacroix qui fait des vidéos sur Facebook, qui a pu attirer des fans avec ça, mais c'est pratiquement tout, là. Les humoristes en fait pas ça. Tandis qu'ici, pratiquement pas tous les humoristes, mais il y a beaucoup d'humoristes qui font ça ou d'autres personnes. Nous, c'est une question de vie de mort en fait. Hein. On a plus de... Les médias sont surchargés d'humoristes. Et puis du coup avec les attentats mine de rien il y a aussi un coup que c'est moins et puis il fait beau en ce moment, enfin, il y a des tas de trucs qui font que c'est compliqué de remplir sa salle et que en télé on nous montre toujours les mêmes mecs et que il y a eu donc, faut se créer un... Il y a eu une grosse différence après les attentats sur la sortie des gens. Ouais, alors moi j'ai eu de la chance, j'ai pas trop souffert de ça parce que dans le sketch que vous avez vu je l'ai écrit dans la foulée. Je l'ai écrit 2 jours après parce que j'avais justement cette vidéo là et je me sentais mal de faire une vidéo sur putain, il y a un mec qui s'est foulé la cheville en faisant des claquettes, c'est vraiment rigolo. Non, tu peux pas ignorer le sujet de la semaine. Allez, on parle d'autre chose. Donc j'ai écrit, j'en ai chié d'ailleurs pour trouver un angle. Mais du coup, quand je vais publier cette vidéo, elle a été suffisamment vue. Je fais pas des gros scores, hein. Je fais peut-être 80 000 de moyenne. Hein. Enfin, je suis hyper heureux de ça. Pour moi, c'est un monde, mais évidemment, comparé aux vrais youtubeurs qui font des millions, tu te dis, bah, on est loin.
Mais moi, je suis vraiment très content. Et surtout que j'ai un bon taux de transformation. Et donc, quand j'ai publié cette vidéo-là, il y a eu un passage de gens qui ont réservé leur billet en disant putain, ce mec-là est marrant. Et en plus, sur ce sujet-là, on va aller le voir. On est en sécurité avec lui. Enfin, au niveau de l'humour, il va pas être bizarre. Ça va pas être. Donc, je sais pas, peut-être que c'est ça, ou peut-être que simplement, comme je suis pas assez connu, ils se disent là on risque rien. Mais s'ils doivent taper, ils vont aller chez Elise Moon. Verino, on est tranquille. Est-ce que tu crois que, comme en tant qu'humoriste français, il faut avoir sa chaîne YouTube pour faire des vidéos? Non, je pense pas, mais pour moi, c'était nécessaire. Ok. Parce que j'avais pas d'expo en télé et que surtout, j'ai un problème avec la télé. Je trouve que la télé nous impose qu'on doit être. Et donc, du coup, tu dois passer en télé pour être connu pour que ton spectacle marche. Ouais. Et donc, tu dois jouer les codes de la télé. Et moi, je suis très mal à l'aise avec ça. Moi, dès qu'il y a des caméras qui s'allument, alors c'est pas dit, mais c'est juste que tu arrives sur un plateau et que le mec il t'a serré la main tranquille, c'est 2 secondes avant, là il a une oreillette et il te regarde et si ta vanne elle passe pas, il te soutient pas, tu te dis ah bah en fait on n'est pas cool du tout quoi. Non, c'est de la télé mon pote, il faut que ça avance et donc t'as cette espèce d'obligation et franchement encore une fois c'est peut-être moi qui me mets la pression tout seul, mais j'ai cette sensation à chaque fois que je monte en télé de devoir réussir quelque chose et que je sais pas ce qu'il faut faire. C'est que tu es un mec qui t'a bandé les yeux, t'as une fléchette et tu dis vas-y marque. Je vais dire là-bas, non, t'es nul, voilà, tu dégages. Et j'ai vraiment cette sensation-là. Et donc je me suis dit, pour pouvoir me soulager de cette pression d'arriver en télé, de devoir exister, d'abord montre ton travail à des gens. Fais en sorte que sans télé, tu puisses te démerder. Et c'est pour ça que moi j'ai fait ces trucs-là. C'est quand même drôle, depuis tantôt t'arrêtes pas de me dire que t'es un peu dans la marge de ce qui se faisait habituellement. Tu t'es rendu stand-up, ce qui est pas la norme, tu fais du YouTube, ce qui est pas la norme non plus, tu passes à côté de la télé. Comment t'as fait en tant qu'humoriste de dire c'est ça que je voulais faire? Comment t'as commencé à dire c'est ça que je veux aller faire? Moi je veux faire rire les gens, c'est ma priorité absolue et en fait je marche que en essai-erreur dans ma vie. Donc comme au tout début où je savais pas écrire, c'était ça et là du coup j'avance, je me rends compte que là ça bloque, bon je suis pas capable, je vais trouver un autre chemin. Okay. Et donc je fais que ça, mais c'est vraiment, je suis le mec le plus teigneux de l'univers. Je m'accroche mais comme une verrue. Vraiment on aurait pu me tuer 8 fois dans ce métier. Plus qu'une verrue. Là, une verrue qui s'incruste et tout. Tu vois, et moi, si ça marche pas par là, tant pis. La télé, je me rends compte que ça marche pas, donc ça m'énerve. Je fais, tu me tapes contre le mur, puis à un moment, je me dis concrètement, je vais pas casser le mur. Je vais trouver une solution. Et puis du coup, maintenant, en télé, par contre, on m'invite parce qu'en fait, on m'a vu sur YouTube, puis que moi, j'arrive et que je sais qu'on connaît mon travail, et du coup, je suis détendu parce que le mec, il se dit, c'est bon, il est marrant. Alors qu'au début, en télé, c'était qui toi? Bon, assieds-toi là, et puis sois marrant. Donc j'ai plus cette obligation-là, puisque j'ai déjà convaincu avec mon travail par ailleurs. Ok. Donc c'est ça. Et pour toi, les nouveaux médias, c'est quand même quelque chose d'important, tu sais, dans ton spectacle. Ça l'ouvre avec Twitter qui est en live feed, qui est ton absolument intro génial. Oui. Ouais, c'est tellement marrant à faire. T'as ça à l'échauffer en partant. T'as ça à l'échauffer. La première partie, tu la mets dans de bonnes conditions. Oui. Donc le mec est heureux de jouer, et ça j'adore. C'est-à-dire que le mec que tu fous, c'était Donnel en plus hier en ouverture. Ouais, très fort. Ouais, très fort. Et mon plus vieux pote Donnel, on s'est rencontrés au cours Florent, c'est un cours de comédie. Ok. Et il voulait pas du tout faire du stand-up à la base, mais moi je voulais faire ça, c'était mon rêve. Et on se croisait, on a directement été potes, et derrière il a écrit son truc, puis du coup on se suit depuis des années maintenant. Ouais. Et Ton donc, spectacle, ça fait combien de temps qu'il roule? Celui-là, 3 ans. Puis il a changé énormément avec les... Ouais, notamment ce soir, là pour le coup, si vous aviez rentré hier et aujourd'hui, ça aurait été encore plus intéressant. Ce soir, j'ai tout bousculé. Je me suis rendu compte qu'il y a un truc j'adore les histoires personnelles qui me sont arrivées sur scène, et la moustache qui brille, et puis le mec bourré qui part au chiottes. C'est vraiment des trucs, j'adore les raconter. Et en fait, j'ai des potes qui sont venus me voir qui m'ont dit putain, je sais pas, il y a un creux là. Non, il n'y a pas de creux. Et puis, en fait, si, il y a un creux. C'est évidemment qu'il y a un creux parce que c'est des histoires personnelles qui expliquent qui je suis. Et en fait, c'est en fin de spectacle. Donc les gens, ils ont déjà compris qui j'étais à travers toutes mes autres histoires. Ils font, oh, c'est bon, on sait. Et donc c'est ça. Donc j'ai aujourd'hui tout bousculé, tout le spectacle. J'ai refoutu ça au début. J'ai dégagé toutes les histoires du terrorisme à la toute fin. J'ai remis la baguette à un autre endroit. Ok. Et donc ce soir, Ça change au complet. j'étais sur un fil avec les transitions qui se. Ça a bien été. On va où là déjà? Ouais. Et c'était meilleur qu'hier. Donc je me suis dit c'est bien. C'est bien. Il y a un truc. Puis tu roules ça combien de temps normalement à Paris, un spectacle comme ça? Nous on peut jouer très longtemps. Nous. Il y a un truc. C'est le comte de Boudarbala qui est la légende de notre génération. Lui, il a joué pendant 9 ans le premier spectacle. Et là il vient tout juste d'attaquer le deuxième. Et 9 ans dans des salles de 500 places, blindées, carton quoi. Et il est très très fort. Et tu peux jouer longtemps quoi. Enfin, c'est vraiment mon premier spectacle, je l'ai joué 8 ans. Mais je l'ai joué 8 ans en mode j'ai joué dans un bar, après j'ai joué dans un petit théâtre de 20 places, après dans un théâtre de 40 places où les mecs payaient pas. Après, et puis petit à petit ça devient un truc.
Puis après il y a eu un No More Qu'à en rire où là je jouais toujours le même spectacle et juste à la fin de No More Qu'à en rire j'ai écrit le deuxième pour avoir tout de suite un élan et pas déprimer. C'est rien de pire que tout est arrêté. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Puis j'avais fait l'Olympia entre temps grâce à la télé, à l'expo que j'avais. Et donc du coup et puis une fois que t'as fait l'Olympia, tu peux pas reprendre en disant allez t'es arrivé tout en haut, tu peux pas, faut que t'aies de nouveaux matos quoi. Ton nouveau spectacle, est-ce que tu prévois l'avoir aussi longtemps? Non, pas du tout. En fait, je sais pas si j'ai envie de marquer le fait que c'est un spectacle. Je me demande si on ne marque pas les nouveaux spectacles pour les anciennes manières de fonctionner, où on vendait des DVD, où il fallait faire des promos, tel truc. Moi, mon spectacle, il bouge tellement entre l'européen, les premières dates que j'ai faites, c'était l'européen, et maintenant, honnêtement, je pense qu'il y a 15% de pareil, quoi. Ok. Il y a plein de trucs qui changent tout le temps. En fait, toi, tu vois plus comme les gens ne viennent pas voir le spectacle, mais les gens viennent voir l'artiste. En fait. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau marketing, mes prods s'arrachent les cheveux. Ce serait quand même bien, c'est qu'on marque et que d'un coup les gens aient envie de voir le nouveau. Je dis, bah oui, mais ils viennent voir le nouveau quand ils veulent en fait, parce que moi tu me laisses 3 mois et 3 mois après tu reviens, t'as déjà du nouveau matériel pour. Sans faire exprès en fait, c'est juste que c'est des enfants qui vivent, mais. Oui. C'est drôle, c'est quand même une vision américaine de faire des choses parce que nous c'est un peu plus proche que ça chez nous, à part pour les one-man shows, les gros spectacles, mais sinon aux États-Unis c'est que ça. Les gars ils travaillent leur stock, travaillent, là ils se font offrir de le taper pour qu'ils passent à la télé ou en DVD, ils font comme parfait, c'est ça, pour ça qu'ils commencent à nouveau puis ils continuent. C'est un peu ça que tu fais, sauf que toi ça bouge tout le temps. Ouais. Maintenant c'est la meilleure façon d'évoluer en tant qu'humoriste aussi. Je trouve. Tu perds pas le contact, t'es toujours en train de jouer au tennis, enfin, donc tu peux pas. C'est pas d'un coup, allez on filme ce match, maintenant c'était ça qui était. Pour moi, ça doit être des points de mire quoi. Maintenant, il faut accepter qu'une fois que ton DVD est sorti, t'as un spectacle dans lequel il y a des trucs. C'est ça qui. Ouais, je pense qu'elle a juste plus de batterie. Non, c'est pas grave. Pas grave, on a encore ça toute plate. Ouais, je trouve que c'est juste quoi. Tu restes au contact de ton truc. Je sais plus où est-ce que j'avais lu ça. Il y a sur le cheminement de pensée. Tu dois suivre. Je sais plus. C'était un de mes mantras vraiment, mais là je l'ai perdu. C'est pas grave. Tu dois cheminer en même temps que la création. Ta pensée doit cheminer en même temps que la création, parce que sinon si tu penses et que tu réfléchis et que tu cogites mais que tu crées pas, bah du coup tu t'as pas ta réponse en fait. Je crois qu'il y a un truc dans ce sens-là. Ça fait du sens. Bien dit. Ça marche. Ouais, moi j'y crois. C'est gentil. Puis t'es allé combien de fois au Québec? 9 fois. 9 fois? Ouais, 9 les étés, festivals. les galas? Et au début j'ai commencé au ZooFest. J'ai fait la première édition du ZooFest. Toute première, l'année d'après ZooFest encore, mais avec les maudits français, où ils avaient remis les maudits français. Puis les années d'après j'ai présenté mes spectacles dans le cadre du ZooFest ou dans le cadre du festival. Et là les 3 dernières années c'était dans le cadre du festival, où je venais pour les galas et puis mon spectacle en solo dans la salle en dessous de la place des Arts. Là. Oui, c'est une des 5. C'est une toute petite salle qui fait 130 places, Ok. très sympa. Cabaret de 5e, bon, tu c'est pas bon, s'en Puis fout. tu joues un peu Suisse, Belgique. Un petit peu, ouais. En Suisse, je crois même que je suis plus connu qu'en France d'ailleurs. J'ai l'impression que mes places sont plus chères, les salles sont plus pleines. Je fais des salles de 800 places à 45 francs. Je me dis, bon, d'accord. Pour moi, c'est Gad Elmaleh qui fait ça, tu vois. Ouais, ok. Oh, t'es le prochain, c'est pour ça. Oui, il y a de grandes chances. Puis toi qui as fait justement plusieurs pays, est-ce que tu vois qu'il y a une différence de pays en pays quand c'est Ouais, moi j'ai l'impression, mais même en France, hein, en fonction de l'endroit où t'es. Ok. Moi j'ai vraiment la sensation qu'à Paris, on doit faire ses preuves jusqu'au moment où les gens nous connaissent. Donc, moi je suis à la frontière de ça. Un peu connu mais pas assez pour que les gens viennent en disant ça va être mortel. Et il y a encore la moitié de la salle qui fait il paraît que c'est cool. Mais voilà, donc j'ai passé l'étape du voilà, mais pour moi, si on va dire à degré zéro, c'est-à-dire aucune notoriété, personne veut t'épauler. Dans le Nord, ils ont plus envie d'être avec toi. Vraiment, dans les coins de l'île ou la Belgique, ils sont très positifs. J'ai senti un peu la même énergie qu'il y a au Québec, où les gens se disent ah putain, il est là et on le suit. Si j'ai envie de baiser avec lui, il y a des chances qu'il me baise bien. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'à Paris, on est un peu sur vas-y, fais-moi, montre-moi. Ok, c'est pas ça que j'attendais, d'accord. Ok, j'attends. Tu vois, c'est vraiment le cunilingus où tu dois faire tes preuves, tu vois. J'ai vraiment cette sensation. On en a croisé. C'est à aborder. Ouais, mais bon. Et donc c'est vraiment ça. Et dans le sud, c'est carrément
On a l'habitude, on se fait baiser par tous les mecs du sud parce qu'ils font beaucoup d'humoristes, il y a beaucoup d'humoristes dans le sud et il y a un humour typique de là-bas. Et quand ils débarquent là-bas, ils font baise-moi comme eux là, j'aime bien. Et donc du coup, t'es pas dans le même truc et tu dois faire encore un travail différent. Et en Suisse, ils sont très bienveillants, mais très ils rient quand il faut. C'est pas, ils vont pas foutre le bordel dans ta salle, jamais. Ok. Et puis c'est à peu près tous les endroits où j'ai joué. Est-ce que t'as. Ben, ouais, dans le fond, t'as répondu, t'adaptes un peu ton matériel. Oui, parce que du coup, c'est tu ça. joues. Après, en tournée, il n'y a pas le même enjeu qu'ici. Ici, à Paris, tu dois être. Faut que les gens sortent en ayant le devoir de parler de toi. Et donc, tu fais ton travail cool, tu fais ce que. Voilà, mais en tournée, tu viens un coup, tu peux baiser salement. Tu vois, tu peux dire, ah d'habitude je fais pas ça, mais là je le fais. Et donc il y a des trucs comme ça où moi il y a des tas d'histoires qui viennent de tourner où je suis parti tellement loin en impro. Et que, bah ouais, mais tu peux te le permettre, c'est des prises de risque que tu as envie de faire, puis c'est de l'impact. Là, on joue 4 soirs par semaine, donc pour avoir cette liberté-là, il faut vraiment se la mettre en tête. Et puis tu as un timing, il y a un mec qui joue après ou avant, il y a des gens qui doivent prendre leur train, le métro, c'est tout quelque chose de différent. Puis après tu rentres chez toi, puis il y a ta femme qui t'attend avec les enfants, enfin, tu vois, c'est ta vie quoi. En tournée, rock and roll. Donc, du coup, Quand vous partez pour des tournées, est-ce que vous partez pour des longues périodes? ça dépend de qui. En général, oui, les mecs vraiment identifiés partent sur plusieurs jours, voire semaines, où ils font 4 jours dans le même coin, puis ensuite ils reviennent à Paris, ils reviennent chez eux, je sais pas où ils habitent, puis ensuite ils repartent. Moi là, le stage où je suis, c'est qu'en fait ça dépend des zones où on m'invite. Donc quand on m'invite à Mulhouse, je vais jouer à Mulhouse, puis je rentre chez moi, puis après quand on m'invite là-bas, je vais là-bas. Donc j'ai pas de planning de tournée encore établi, parce que j'avais très envie de jouer beaucoup sur Paris. Vraiment j'aime bien impacter là et puis être proche des miens. Je trouve ça cool. Donc là avec Jean-Marc Dumontet qui me produit maintenant, on est à Paris tout le temps et puis quand on voit un spectacle en tournée, on annule, tu pars, puis tu reviens, tu rejoues le lendemain quoi. Jean-Marc est sur toutes les affiches pratiquement. Oui, en fait le théâtre appartient à Jean-Marc Dumontet. Ok, c'est ça. Et c'est le producteur de la plupart des spectacles qui sont ici. Donc non pas Legitimus, mais Alex Lutz c'est lui. Putain. On coupera ça aussi. Attends, putain. Si seulement on pouvait Antoine t'aider. Duléry. Antoine Duléry, c'est lui aussi. Donc toujours Lutz. Bérangère Krief quelque part là. Les ados, c'est lui aussi. Donc il est pas con, hein, mais ses productions dans son théâtre. Et c'est pour ça que j'ai signé avec lui, parce que je savais que j'allais me retrouver dans un endroit où je serais chez moi en fait. Et tu peux avoir des idées là, mettre en place. À l'époque quand j'ai commencé ici, c'était avec Juste pour rire. Et quand je vais mettre en place le vidéo proche et les écrans, oh le bordel. Parce que l'entreprise, enfin tes producteurs vont demander au théâtre, le théâtre c'est des employés aussi, donc ils vont dire ouais ok on va faire ça. Puis ils cherchent pas forcément la meilleure idée. Puis donc ils reviennent au producteur en disant c'est pas possible, puis le producteur revient en disant ah, c'est pas possible. Tu dis bah si c'est possible en fait si on passe par là. Ah oui je vais demander. Donc tu as vraiment l'impression on a mis 2 mois à avoir un putain d'internet dans la salle. Ok. Et quand j'ai signé chez Dumontet, qu'on est revenu là, parce qu'entre temps je suis parti à l'Apollo, là où vous avez dû voir Bounaïmin d'ailleurs, j'imagine. Non. Non, le français au café Oscar. Oui. Ok, d'accord. Ouais. Et quand j'ai joué à l'Apollo, bah, du coup, quand je suis revenu là et que c'était Dumontet qui me produisait, en 2 jours c'était réglé. T'as besoin de quoi? Internet? D'accord. Clac, 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 clac. Voilà, c'est bon. Et ça change tout, évidemment. Mais c'est normal, ils sont propriétaires, ils font ce qu'ils veulent ici. Quoi. Oui. C'est cool. Je me demandais aussi comme question, parce que là c'est comme ma théorie à moi. On fait un documentaire sur un peu l'humour à travers hors nos frontières, tout ça. Est-ce que tu crois qu'il y a quand même, si le rire est exportable, puis le rire c'est le même rire d'un peu partout, parce que on vient ici, moi puis Anthony, puis on a les mêmes blagues qu'on a au Québec, on les adapte un petit peu. Moi c'est le même drôle, j'ai joué aussi en anglais, puis en anglais c'est les mêmes jokes que j'avais, j'ai traduisais, puis ça faisait rire aussi. Crois-tu qu'il y a une espèce de rire qui transverse tout quoi. Ouais. Enfin, que c'est juste de quoi d'humain qu'on fait, que quand c'est drôle, c'est drôle. Je suis partagé. Je pense qu'il y a des choses qui sont transgénérationnelles et qui touchent tout, mais ça dépend de ta manière de traiter les sujets. Je pense que quand tu fais rire tout le monde, c'est qu'en fait tu vas traiter l'émotion. Tu vas traiter la nature humaine, ce que toi tu ressens, les moments où si je te dis que je suis coincé au feu rouge et qu'il y a des mecs à la perpendiculaire qui me foutent la pression et que j'ai peur, tout le monde va s'y retrouver parce que tout le monde a déjà été dans une situation où on a eu peur. Ouais.
Par contre, si je te dis, si je te fais une blague mécanique avec je sais pas, j'étais avec ma soeur, ma mère et un chien. Ma soeur, j'étais avec 3 femmes, ma soeur, ma mère et un chien. Je savais qu'il était, ou alors peut-être qu'on lui coupait les testicules. J'en sais, enfin, tu pars dans des trucs comme ça où c'est juste la règle de 3 un peu améliorée, tu vois. Il se peut très bien qu'il y ait des gens qui fassent ouais, ok. Et parce que c'est pas du sensitif en fait, c'est de l'information. Et l'information, les Québécois sont très forts là-dedans pour la rendre marrante parce que vous avez une mécanique de vanne. Et en revanche, quand c'est exportable, c'est que tu touches au profond, quoi, à la sensation, je pense, ouais. Ok, c'est ce que c'est. En ayant joué ailleurs, est-ce que c'était ça les blagues de toi qui fonctionnaient? Les blagues étaient comme plus proches de l'humain? Ouais. Mais justement au Québec, pour en revenir au sketch sur les Darwin Awards dont je parlais, la frustration, elle était que l'illustration qui derrière ne fait plus appel à cette première. Pour moi, là-bas, quand tu donnes l'information, les gens l'ont eu, allez, passe à la suite. Moi, je te donne l'information, tu l'as eu, ok, et imagine maintenant ce qui peut se passer. C'est tout ça. Oui, mais j'ai compris. Non, mais il y a le chien, je sais. Et c'est là qu'on quittait le sensitif. D'abord, j'ai mis toutes les émotions, et puis ensuite, il fallait puncher aussi. Et on voulait là. Et ça, je l'ai senti là-bas. Mais je pense que quand on part dans l'émotion, dans le malaise, quoi. Au moment où t'es malheureux, où t'as envie d'être et puis que t'arrives pas, enfin tout ça c'est tellement des trucs qui nous arrivent à tous. Ouais, je pense. Le malheur humain fait rire tout le monde. Ouais. Ça, je dépressif. Puis sinon, toi, pour l'avenir, comment tu vois ça? En fait, je crois que je vois pas trop. J'ai beaucoup de mal à. Dès que je vois l'avenir, je suis mais en bad, parce que je l'imagine jamais bien. J'imagine jamais que je vais progresser, que je vais devenir un mec génial. Parce que si j'imagine ça, j'arrête de bosser clairement. Je me dis, bah cool. Et donc là, en ce moment, pour être vraiment absolument sincère, là j'en suis au stade où c'était nécessaire que je bouscule mon spectacle parce que j'arrivais à un blocage. Où j'avais envie de traiter de nouvelles choses, d'aller dans des sujets plus profonds comme les terroristes. Et que dans le spectacle tel qu'il était, la mouture dans laquelle il était, il se tenait tellement que du coup j'avais plus ces sorties-là. Du coup cet après-midi j'ai foutu le bordel. Et si j'avais vu un avenir trop positif pour ce spectacle tel qu'il était, je crois que j'aurais pas foutu ce bordel-là. Donc je suis toujours un peu sur la réserve en me disant, enfin je suis très optimiste dans la vie et tout va bien et je suis heureux, mais dans le moment présent. Après l'avenir, j'essaye de trouver des solutions pour pas être dans la merde le moment où le vent tournera. Ok, YouTube ça prend de l'importance, je vais faire des vidéos sur YouTube et puis on voit et puis t'essayes quoi. Ah bah cool. Ouais. Très cool. Parfait. Cool. Ouais, bah c'est. Bon, ça va. C'est très bon. Et vous, comment vous voyez l'avenir, les gars? Ah, ouf. Là, on est à Paris, puis à date. Et au Québec, ça marchait? Vous en étiez où, justement? En fait, nous, c'est compliqué pour vous de répondre. Ouais, ça cartonne. Ouais, ben je peux répondre, moi. Ouais, non, répondons, Steven, toi qui as un regard extérieur. Ouais, ben en fait, tu sais, ici c'est beaucoup plus différent. Ici, il y a les scènes ouvertes, il y a les plateaux et tout. Puis après ça, tu as ton propre spectacle. Souvent ici, ce qu'on a remarqué beaucoup, c'est qu'ils font chacun comme 1 heure dans des petites salles comme le lieu et tout, comme tu disais que tu as commencé et tout. Par chez nous, c'est pas comme ça. Par chez nous, c'est. Il faut sortir un putain de 10 minutes. Ouais, exact. Faut que tu fasses 8 minutes par toi. semaine. En fait, dans les soirées de rodage, ça te prend un nouveau 8 minutes à chaque semaine parce que le marché est très petit. Tu comprends? Ici, tu fais le même spectacle dans la même salle et c'est le public qui change. Ouais, Chez nous, le public reste dans la salle, c'est le numéro qui doit changer. Putain, vous avez de la chance qui consomment l'humour en fait. Ouais. Parce qu'en vrai, si les mecs font pure vie maintenant, on veut des mecs qui chantent. Vous êtes dans la merde. Vous êtes avec vos blagues. Oh, mais on change toutes les semaines. Oui. C'est l'humour qui nous donne plus envie. Et en même temps, vous avez un public très. Ouais, c'est vrai. Mais ils sortent moins. Les sorties, c'est des événements. Ici, c'est dans la culture de sortir, d'aller voir des spectacles. Nous, c'est gratuit en fait. C'est gratuit, les gens ils marchent dans la rue puis ils font on va-tu voir un spectacle? Ben ouais, pourquoi pas. Le mec il passe devant. Pas un doute. Ouais. T'inquiète. Au Québec, les soirées, c'est un spectacle par soir, à chaque semaine. Ouais. Il n'y a pas. Tu sais, le Paname, il se joue 16h, 18h, 17, 19h. C'est vraiment un truc de ouf. Oh putain, ils vont fermer. Ouais. C'est vraiment un truc de dingue le Paname pour le coup. Ça, c'est pour ça que moi j'essaie de développer mon plateau différemment pour pas les manger eux. Parce que tu vois, eux ils sont gratuits au chapeau. Il y a d'autres scènes dans lesquelles c'est. Oh t'inquiète, hein, franchement c'est vrai. Ouais, là c'est tout. Mec volontaire, mais bon, j'ai voulu être sympa.
Et il y a des tas d'endroits. Le Paname, c'est génial, est-ce que tu y vas, c'est gratuit. Enfin, en tant que public, je comprends même pas que les gens n'y aillent pas plus. Faut encore plus y aller, c'est top quoi. Tu y vas, tu bouffes tout le temps des humoristes dans tous les sens, des mecs solides. Vas-y. Oh, il fiche pour la coupe. Et ensuite. Oh non, ça marche. Ouais, mais c'est eux qui ont bougé, toi t'étais parfait. Ah putain. Bah, mais on coupe quand même. Genre, pourquoi lui? C'est là qu'on est dans notre carrière, on comprend pas encore ça. Ouais, donc ces plateaux-là, ils doivent exister évidemment. Et nous, avec le plateau de l'Inglorious où on était sur des humoristes vraiment. Putain, la dernière fois, on avait Farid, Kian Kojandi, Hernadette, ça doit pas vous dire grand chose, c'est des mecs qui font un groupe de air guitare, c'est tellement drôle. Ils font du air guitare et de la air batterie. C'est tellement con. Et puis je sais plus qui en avait d'autres, mais c'était des levels de dingue. Enfin, Sugar Sammy, que vous devez connaître, Waku qui vient de chez vous, et Ben. Et donc la programmation est dingue. Et tu peux pas avoir une programmation dingue comme ça et être sur les mêmes tarifs que les autres cafés, sinon tu vas tuer tout le monde. Donc voilà, le but ça a été au niveau de la prod, nous, de progresser. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, j'ai très envie de parler avec vous en fait. Tant mieux, heureusement. Donc le Paname est un lieu qui doit exister quoi. Comme le Trévise, si vous avez l'occasion d'aller dimanche soir. Trévise, t'es en face du lieu. Il y a un énorme théâtre qui s'appelle le Trévise. Oh oui, Oui, c'est là qu'ils font le field. Exactement. Ouais, exact. On va aller là dimanche, mais apparemment que c'est à la pige. Tu sais, ils arrivent puis ils font OK, toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais attends, qui s'occupe de ça? Je vais te filer le numéro d'une fille qui s'appelle Claire Merviel. Ah, t'as-tu le Facebook? Claire Merviel. Ouais, Merviel. Elle est sur Facebook, t'as raison, t'emmerdes pas. Parce qu'en fait, j'ai pas de numéro ici. Et évidemment. M-E-R-V-I-E-R. Mais en attendant, on Ouais, pourrait c'est finir avec ça en fait. Oh, ouais, absolument. Ouais. Ouais, on va finir. Ok, on finit avec Claire Merviel. Ah, mais attends, une dernière question. petite question, Ouais, Alex. parce que ton nom c'est Severino sur scène, mais c'est pas ton vrai nom. Non, c'est pas mon vrai nom. Et pourquoi? Parce que mon vrai nom c'est Balestriero. Et Ouais. que personne n'a jamais su l'écrire. J'ai joué pendant 2 ans avec ce nom. Et c'est vraiment, j'avais juste. Les gens qui venaient sur mon site, c'était des Coréens qui avaient cherché autre chose, tu vois, ils devaient taper Bukake en raté, j'en sais rien. Mais du coup, les gens se plantaient tout le temps. Et tous les festivals dans lesquels je gagnais des prix ou des machins, ils se plantaient dans mon nom. Donc quand tu tapais mon vrai nom, rien n'était répertorié. Et donc j'ai un moment, je me suis dit, ah putain, oublie. Olivier Balestriero, moi j'ai pas envie d'impacter mon nom, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que c'est mon travail, c'est ça que je veux qu'il soit. Et donc le truc, j'ai pris Verino parce qu'il y a un golfeur qui s'appelle Ballesteros et dont tout le monde me parlait dans ma jeunesse. Aujourd'hui personne ne le connaît, mais en tout cas quand j'étais petit, tout le monde me disait t'es dans la famille du... Et puis non, évidemment je l'étais pas, mais donc j'ai pris une partie de son prénom Severino jusqu'au moment, c'est quelques mois où j'ai appris qu'il s'appelait Severiano. Donc j'ai raté mon nom de scène. Et ça, je trouve que c'est vraiment des moments, 5 ans plus tard tu dis ah ouais, non, j'ai raté. Et toutes les interviews où t'expliques aux gens en disant ça vient des golfeurs et que les gens font ah d'accord, et qu'en vrai c'est pas c'est mauvais. C'est oh, putain, c'était Les interviews, ils mettent le nom du golfeur à côté puis ils vont enfin, pas ça. Donc voilà, j'ai pris ce nom là. Ah, parfait. C'est marrant. Olivier Balestriero. Voilà. Ah, ben je suis parfait, c'est pas Et il y a que les Québécois qui savent vraiment le faire. C'est un truc là. Cool, ben merci Verino. Avec grand plaisir, merci. Merci. Avec grand plaisir. Au revoir. Parce qu'il y a un mec derrière la caméra. Ah, ok, j'ai dit la Moi, fin. je disais ça.